Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition du 7-8 Hebdo sur TV78. Nous sommes le 31 mai. Voici les principaux titres. Le mondial de football féminin s'ouvrira en France dans une semaine. Plusieurs équipes vont s'entraîner dans le département. Les tricolores seront à Croissy-sur-Seine, l'occasion de revenir sur l'engouement autour de la discipline. Exemple à Elancourt où le club local prépare sa journée du football féminin. Ses organisateurs sont en plateau. Cette édition sera également largement consacrée aux élections européennes. Retour sur les résultats dans le département et surtout sur les conséquences pour les formations politiques. Et puis, comme chaque semaine, l'essentiel de la semaine à retenir, l'actualité des derniers jours, des concours de robots à Saint-Quentin en Yvelines, aux aides accordées par le département à la rénovation des quartiers à Chanteloup-les-Vignes. Le 7 juin débutera donc la Coupe du monde de football féminin et pour le département des Yvelines, c'est Croissy-sur-Seine qui recevra pour ses entraînements l'équipe de France mais aussi celle des États-Unis, championne en titre. Une actualité qui sera à suivre bien sûr sur notre antenne, mais à une semaine de l'ouverture de la compétition, focus sur un autre événement, la journée du football féminin dans les Yvelines. Ce sera à Elancourt le 1er juin, demain donc dès 9h du matin. Nos invités, Mireille Lafont, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, présidente de ce club. À vos côtés, Diac Connet, bonjour à vous. Seul homme, merci d'être venu. Je me serais senti un petit peu seul sinon. Vous êtes le vice-président du club et puis deux joueuses qui étaient à Elancourt et qui maintenant sont à l'AJ Auxerre, Manon Couvreur et Ophélie Gouvéa. Bonjour à toutes les deux et bienvenue donc autour de cette table. On va peut-être juste pour commencer, et puisque le mondial féminin est maintenant dans une semaine, vous demandez vos attentes de ce mondial de football féminin. Vous attendez de cet événement qu'il entraîne un engouement autour de la discipline peut-être ? Tout à fait. On espère avoir les mêmes remontées de licenciés que pour le mondial des garçons l'année dernière. Donc effectivement, on essaye à Elancourt de développer cette pratique, le foot féminin. On a une soixantaine de licenciés aujourd'hui divisés sur deux catégories, les seniors F et le foot animation. Donc oui, on a envie vraiment de développer ça. Le club d'Elancourt met tous les moyens pour y réussir. On a les structures, on a les éducateurs. Donc oui, on attend plein de choses. On ressent l'engouement en général justement lors d'une grande compétition ensuite. Je me tourne vers le vice-président aussi. Ouais. Oui, on sent que ça monte dans le secteur, que tout le monde est excité à l'idée de regarder le premier match. On a reçu les places de la part du district, donc on va pouvoir y aller avec nos équipes de jeunes et nos seniors et quelques dirigeants. Donc on est assez excité par l'événement en lui-même. Donc oui, on a hâte que ça commence. Et en tant que joueuse, vous attendez du beau jeu aussi de l'équipe de France ? Oui. Vous pensez qu'elle peut réaliser une belle performance ? Oui. Même si ce sont les États-Unis qui sont championnes en titre. Elles peuvent aller au bout. Vous suivez le parcours régulièrement de cette équipe féminine, chacune ? Oui, on essaie. Ouais. Vous essayez, c'est pas toujours évident. Vous rêvez de cette équipe féminine peut-être un jour ? Oui. Pourquoi pas ? On va parler de vos entraînements aussi et du travail que vous menez avec le club d'Auxerre. Elancourt, c'est le deuxième, si je ne me trompe pas, plus grand club à avoir une présidente à sa tête. C'est bien ça. C'est ça. Ça veut dire beaucoup de pression pour vous, de montrer l'exemple. Vous le prenez. Tout à fait. J'ai eu l'honneur d'être récompensée par la Ligue dernièrement, donc c'est vrai que c'était une surprise, mais c'est aussi, oui, ça montre le travail qu'il y a à faire pour des grosses structures comme les nôtres. Donc seul on n'y arrive pas. C'est aussi grâce à toute l'équipe encadrante qui est avec moi. Mais oui, c'est assez nouveau, mais c'est. Vous avez découvert le foot il y a une dizaine d'années. J'ai découvert le foot effectivement avec mes enfants. Oui, je pense qu'on y arrive tous comme ça. Mais après voilà, c'est le lien social, c'est l'implication dans la vie du club, c'est les relations avec les gens et puis avec les joueurs, parce que ça c'est important, c'est effectivement la partie qui est aussi attachante tous les week-ends de pouvoir partager tous ces moments sportifs avec eux. On parle du football féminin, alors forcément je vais vous demander ce que ça change d'avoir une présidente. En fait, j'allais dire c'est très moteur, parce qu'elle est très moteur dans plein de projets, toujours plein d'idées, toujours plein d'envies. Donc on n'a qu'une envie, c'est de suivre et de s'accrocher à la locomotive. Et effectivement, du coup, on a initié plein d'actions, plein d'événements, plein de choses. Et j'allais dire, c'est un privilège d'être mené à la baguette par notre présidente. À la baguette, tout de même. Vous êtes sévère, strict, il faut plus d'autorité, exigeante. Ouais. Parlons avant de parler de cette journée, justement, vous parliez des actions. Samedi, ce sera la journée du football féminin sur Elancourt. On va y venir, mais quel partenariat vous avez noué avec Auxerre ? Et puis ensuite, je vais vous demander vos parcours respectifs. Alors c'est un partenariat qu'on a mis en place en 2012 et puis qui a été renouvelé cette année au mois de novembre. Partenariat qui avait besoin d'un petit coup de boost
de revivre un petit peu et de montrer effectivement qu'à Elancourt, c'est bien un partenariat officiel qui a toutes ses raisons d'être mis en place. Donc depuis qu'on a signé en novembre, on a emmené tous nos jeunes, on a envoyé une centaine de jeunes faire un plateau là-bas découverte et visiter les installations, le centre de formation. Les parents ont pu avoir les explications et voir effectivement ce que c'est que le milieu professionnel et comment on y arrive. On a fait donc une détection avec la JOCR la semaine dernière sur les installations d'Elancourt. On essaie de suivre nos filles au maximum et effectivement, dès qu'on a des joueurs intéressants, que ce soit chez nous ou des clubs environnants sur lesquels on voit en compétition des joueurs intéressants, on remonte les informations et notre plus grande fierté, effectivement, ça a été l'année dernière de pouvoir avoir Ophélie et Manon qui sont rentrés donc à la GIA Stade Auxerrois et qu'on peut faire une belle saison. Alors, comment ça s'est passé cette signature justement? Quel était vos parcours respectifs? On va commencer avec vous. À quel moment vous êtes entré à Auxerre? Est-ce que c'était prévu dès le début? Quel est ce plan de carrière qui se dessine? Alors, j'ai fait ma détection en juin. Suite à ça, on m'a appelé peu de temps après. Et je suis arrivée à Auxerre début septembre. Et vous aviez pour ambition de devenir joueuse à un plus haut niveau lorsque vous avez débuté au club d'Elancourt? Oui, depuis le plus jeune âge. Et comment ça se passe à Auxerre? Ça se passe super bien. C'est une ambiance super. Franchement, tout se passe bien. Les entraînements, c'est dur, mais c'est ça qu'on cherche, donc c'est super. Je vois que vous approuvez, les entraînements sont durs. Et vous, votre parcours, à quel moment, comment ça s'est dessiné le départ pour Auxerre? D'un coup. Pareil qu'Ophélie. Donc au mois de juin, je suis partie passer une détection et 2 jours après, j'ai eu une réponse. Donc c'est bien d'avoir une réponse assez rapidement, quoi. Avec pour ambition aussi de continuer à évoluer dans le football féminin et de poursuivre. Comment vous le vivez toutes les deux actuellement, cette explosion, engouement? On le verra ensuite si ça se confirme pendant le mondial féminin et puis en fonction du parcours des Bleus aussi. Mais d'ores et déjà, c'est déjà un succès d'avoir l'organisation et de permettre de médiatiser plus la discipline. Oui. Vous le ressentez, même autour de vous, lorsque maintenant vous dites je fais du football, ça paraît normal entre guillemets? Ça choque beaucoup moins les gens qu'auparavant, quoi. Donc c'est bien, ça évolue et c'est ça qu'on veut, quoi. Même chose? Même chose. C'est dans votre entourage, ça a été perçu comment lorsque vous vous êtes lancé dans le football? Alors, ils m'ont laissé le choix de faire ce que j'avais envie. Au début, c'était compliqué parce que forcément, avant, c'était les garçons et le football. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu habituel. Plein de filles font du foot et du coup, moi, il n'y a aucun souci avec ça. Et la compétition entre vous? Est-ce que entre vous, justement, vous êtes deux du club d'Elancourt à jouer maintenant à Auxerre? Il y a une compétition, une rivalité entre vous? Non. Pas du tout. Vraiment pas. Pas du tout. Les liens, vous les suivez encore? Ah oui, tout à fait. Là, alors, on va remercier le club qui les a libérés pour revenir juste pour l'enregistrement de cette émission. Voilà, et qui ensuite... Auxerre et Mathieu Méli qui les a libérés aujourd'hui pour qu'elles soient avec nous. Non, mais c'est important qu'elles soient là et elles ont vécu de belles années aussi à Elancourt et ça leur tenait à cœur d'être sur le plateau avec nous ce soir. Peut-être de nouvelles Ophélie et Manon sur les prochaines années, parce que demain il y a cette journée du football féminin. Alors comment va s'organiser cette journée de demain? Alors cette journée du foot féminin, elle est organisée surtout par le district. C'est la 3e ou 4e année qu'ils mettent ça en place. Moi, c'était une attente cette année. Je voulais absolument effectivement avoir cette journée en terrain d'accueil parce que voilà, une femme présidente, on a des filles. C'était l'année du mondial, donc on avait envie effectivement d'être présent sur cette journée. Donc ça sera une grosse manifestation. Toute la matinée, il va y avoir donc les plateaux, ce qu'on appelle les plateaux filles au foot, donc les toutes petites jusqu'au U11 ans, U11F, excusez-moi. Donc ça se passera sur le terrain de rugby à Elancourt. Et sur le terrain de foot, sur les 2 terrains, le synthétique et l'herbe, il y aura toutes les U13F sur toute la matinée jusqu'à 14h. Et derrière, on va entamer toutes les finales départementales. Donc voilà, senior FA7, U16F et senior féminine à partir de 16h45. Avec des équipes d'Elancourt engagées? Alors malheureusement, équipe engagée sur toutes les petites. La finale, on aurait aimé la jouer et voilà, on a perdu en demi-finale. Donc c'est nos clubs voisins de Trappes qui sera finaliste
finaliste, contre Carrière, qui était notre opposant en direct au championnat. En tout cas, c'est ouvert au public, donc tout venez à participer, fait. Je crois que c'est une découvrir le belle football journée. féminin. Ouais, c'est une journée pour venir voir le foot féminin et ce que c'est. Ce sera une petite mise en jambe avant le début des choses sérieuses pour les Bleus, les tricolores cette fois-ci qui joueront. Et si ça donne envie, on vous attend sur le mois de juin. On a des portes ouvertes pour justement accueillir ces jeunes filles. Tous les renseignements sur votre site internet, toutes les dates des portes ouvertes. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci encore à vous d'être venus d'Auxerre pour évoquer rapidement, mais on aura l'occasion de vous faire revenir vos parcours respectifs. Et puis demain, cette journée du football féminin sur Élancourt. Merci à vous. Merci à vous. Dans un instant, nous allons revenir sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Déjà, notre rubrique « Ça s'est passé ». Comme chaque vendredi, nous vous ouvrons les portes de nos archives. Nous retournons en 2014, date du précédent scrutin européen. Nous votions encore à l'époque par circonscription. Le FN, premier parti à trappe après ces élections européennes, de peu, mais c'est inscrit dans le marbre. Le Front National réalise 18,60% des voix. En 2009, le parti frontiste n'avait obtenu que 4,60% des suffrages. Un résultat d'autant plus regardé à la loupe que c'est dans cette ville socialiste que siège notamment en qualité de conseiller municipal le ministre de l'Éducation nationale Benoît Hamon. Le parti de Marine Le Pen devance de quelques voix la liste socialiste et la liste Front de gauche. L'UMP est le quatrième parti. À noter également que seulement 25% des électeurs trappistes se sont déplacés aux urnes. Le FN qui arrive en seconde position à la Verrière avec 17,16% des voix derrière la liste Front de gauche, couleur politique du maire sortant. Le PS est troisième, l'UMP quatrième. En 2009, le Front National n'avait réalisé que 3,49% des voix. Une surprise, à Magny-les-Hameaux, ville socialiste, l'UMP arrive en tête avec 16,64% des voix, talonné par le PS, 16,34%. Par contre, pas de surprise à Élancourt où l'UMP réalise 25,49% des voix. Le maire de la commune, Jean-Michel Fourgousse, était 7e sur la liste d'Alain Lamassoure, mais le résultat du parti dans la circonscription de l'Île-de-France ne lui permet pas d'être élu. Seuls 4 députés UMP iront à Strasbourg. Les autres communes de l'agglomération conservent leur couleur politique. À Guyancourt, c'est le Parti socialiste qui arrive en tête avec 18,40% des voix devant l'UMP, le FN et la liste UDI-Modem. À Montigny-le-Bretonneux, la ville du divers droite Michel Laugier, l'UMP réalise 20,77% des suffrages devant la liste UDI-Modem. Même cas de figure à Voisin, le Bretonneux. La commune avait été emportée en mars dernier par l'UDI, Alexandra Rosetti. Le parti centriste réalise 21,02% des suffrages, devancé de 2 points par l'UMP. Le Front National réalise plus de 12% des voix, là où en 2009, il n'avait même pas atteint les 2%. Voisin, le Bretonneux qui remporte la palme du civisme pour l'agglomération. Plus de 50% des électeurs inscrits se sont déplacés aux urnes. Autour de 50 ans, en Yvelines a noté que l'UMP confirme son ancrage à Maurepas. La ville auparavant d'hiver gauche avait basculé à droite au municipal de mars. Même cas de figure à Bois d'Arcy où l'UMP fait plus de 23% des voix contre 12% pour le PS. Dans ces deux villes, auparavant à gauche, à noter la forte progression du Front National qui arrive en seconde position. Un FN également sur la deuxième marche au Clé-sous-Bois, à Saint-Cyr-l'École et à Coignères, reléguant le Parti socialiste comme troisième formation dans ces communes. Dans les Yvelines, globalement, l'UMP reste majoritaire avec 24,86% des voix. C'est toutefois 10 points de moins qu'aux dernières élections européennes de 2009. Le Front National est le second parti du département avec 17,77% des suffrages. En 2009, la liste d'Hubert Dubois avait seulement totalisé 3,95%. C'est donc le grand gagnant de ces élections. L'UDI Modem est troisième et le Parti socialiste quatrième avec 11,89% des voix. Une consolation pour la formation de gauche. En 2009, dans les Yvelines, Harlem Désir n'avait seulement réalisé que 11,60% des voix. Un perdant dans le département, Europe Écologie Les Verts. En 2009, la liste menée par Daniel Cohn-Bendit avait totalisé 19,58% des voix. 5 ans plus tard, la liste verte n'emporte que 7,64% des suffrages. Nous passons à l'essentiel de la semaine.
Après un retour sur les européennes en 2014, les résultats de cette année, à présent 2019, dans le département, la liste La République En Marche, Modem arrive donc en tête devant Europe Écologie Les Verts et le Rassemblement National. 3 Yvelinois deviennent ainsi députés européens, Mathilde Androuet, Mounir Satouri et François-Xavier Bellamy. Et ce week-end, Mathilde Androuet, Mounir Satouri seront les invités de Nicolas Kirillovitz sur notre antenne pour le 7-8 Europe. Je vous propose d'ores et déjà d'écouter les réactions des différents représentants locaux. La sociologie évolue énormément. Les citoyens sont beaucoup plus prêts à comprendre que le clivage gauche-droite, franchement, n'a plus aucun sens. Là où les partis politiques, peut-être anciens, s'accrochent encore à ce clivage gauche-droite qui, honnêtement, n'a plus aucun sens. Et on va le voir avec les municipales, où il va vraiment être question de projet de ville et pas du tout de gauche-droite. La sensibilité de nos concitoyens sur la question de l'agriculture biologique, la sortie des pesticides, est présente dans l'esprit des Yvelinois. Et puis, je crois que les Yvelinois en ont à la fois marre du règne sans partage de la droite LR, et le score en est une démonstration, et que jusque-là, la dynamique de La République En Marche, si elle a marché pendant les législatives, je crois qu'il y a beaucoup de déceptions. Le signe positif qui concerne le Rassemblement National en lui-même, c'est le fait qu'autour de Mantes-la-Ville, nos scores sont bons et on est en tête. Donc je pense qu'en l'occurrence, quand on plante un drapeau Rassemblement National à un endroit, il fait des petits, et je pense que c'est la meilleure preuve que nous essayer, c'est de nous adopter. Je vais être très très honnête, les sondages nous donnaient à 13, je pensais en fait même que les sondages étaient sous-estimés. Je trouvais qu'il y avait une belle dynamique qui s'était mise en place autour de la candidature de François-Xavier Bellamy. Évidemment, c'était une surprise, une mauvaise surprise, mais plutôt une surprise pour moi. C'est pas dans ces moments-là qu'il faut décider de son avenir. Je pense qu'il faut reprendre sa respiration, qu'il faut se poser un petit peu, qu'il faut beaucoup consulter tous ceux qui, dans notre parti ou maintenant à l'extérieur du parti, ont une voix qui compte pour la droite républicaine. Moi, je conserve la conviction qu'on a une nécessité, aussi étroit soit le chemin, d'avoir un parti républicain entre le Rassemblement National et En Marche. Et l'autre surprise de ces européennes, c'est la participation. On l'annonçait basse, elle s'établit finalement à 51%, plus haut que ce qui avait été prévu. Dans les Yvelines, c'est également du jamais vu depuis 25 ans. La participation pour ces élections européennes atteint 53,92%, presque 8 points de plus par rapport au scrutin de 2014. Dans le reste de l'actualité de cette semaine, les associations musulmanes réunies au sein du CAM 78 ont accueilli des élus, des représentants religieux pour célébrer ensemble la rupture du jeûne en ce mois de Ramadan. C'était à Coignères, le reportage de Mickaël Elmidoro. Des juifs, des musulmans, des chrétiens, les communautés religieuses ont répondu à l'invitation lancée par le CAM 78. Le collectif des associations musulmanes de Saint-Quentin en Yvelines et de ses environs organisait son 4e dîner annuel en plein Ramadan. Le rendez-vous a débuté par les discours objectifs montrer la cohésion entre les représentants des différents cultes du territoire. Il y a toujours besoin de rappel et pas de rappel nécessairement aux personnes de cette assemblée-là, mais peut-être le rappel qu'il faut qu'on soit tous vigilants, ensemble, face à une ambiance qui n'est peut-être pas des meilleures, un climat qui peut quelquefois être anxiogène. C'est une opportunité de dialogue et de fraternité. Et je crois qu'au jour le jour, la paix sociale se construit comme ça, par la connaissance réciproque et le dialogue ensemble. Je crois que nous sommes sur la bonne voie pour donner exemple à la jeunesse du coin, exemple de rapport harmonieux. Dans la salle et sur la scène, des personnalités politiques du département, des maires de toute étiquette, le président du département Pierre Bédier, le préfet Jean-Jacques Brou ou encore des députés. Je crois que le fait qu'on soit là en tant que parlementaire, en tant que représentant de l'État, c'est démontrer que la concorde républicaine, c'est d'arriver justement à ce que, ensemble dans une même salle, quelles que soient nos convictions religieuses, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, on est en capacité, ensemble, de faire nation. Et ça, c'est ce que nous permet la laïcité. Et je pense que être présent, c'est finalement porter notre témoignage à cela. La soirée s'est terminée par une rupture du jeûne du Ramadan entre les 100 invités présents. Le rendez-vous devrait à nouveau être organisé l'année prochaine par le CAM 78. C'est aussi cette semaine, le 28 mai, que le département des Yvelines a confirmé son engagement pour la politique de la ville avec l'octroi total de 18 millions d'euros à la transformation du quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes. Un nouveau logement, maison médicale, cité éducative pourront ainsi voir le jour.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, nouvelle édition au début de semaine du Ski Rob, ce concours qui permet aux plus jeunes de découvrir, de s'essayer à la programmation informatique. Le reportage d'Aurélie Ronze. Explosion de joie pour ces classes de CM1 et CM2 de l'école de la Nouvelle-Amsterdam à Elancourt. Ils viennent de terminer premier de leur groupe. Ils se sont préparés toute l'année pour cette 4e édition du challenge robotique Ski Rob. On les a fait tourner, avancer, on a mis de la lumière, du son, et on a travaillé dur pour faire ça. Les robots, on les a bien calibrés, tout s'est très bien déroulé. Pendant 2 jours, 1000 élèves de la maternelle à la seconde se sont affrontés sur la scène du Prisme à Elancourt. Le principe, faire évoluer un petit robot sur un parcours semé d'obstacles. Thème retenu cette année, robotique et cinéma. Pour récolter un maximum de points, il fallait arriver jusqu'au trophée. On trouvait ça intéressant parce que ça nous faisait travailler dans plusieurs domaines, notamment au niveau des mathématiques, mais aussi au niveau du français, sur la rédaction des textes, les mises en scène, aussi filmer et beaucoup dans le repérage dans l'espace. Organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Éducation nationale, ce rendez-vous annuel permet de mettre en avant l'enseignement du codage à l'école. 80% des emplois demain seront liés au numérique, donc il faut vraiment bien sûr améliorer notre culture numérique. L'implication plus des enfants est extraordinaire. Vous voyez, ils sont heureux, ils prennent du plaisir à apprendre. Chaque année, on se rend compte qu'on embarque de plus en plus de classes, de plus en plus d'établissements, et les partenaires sont toujours très réactifs pour nous accompagner sur ce projet. Chaque apprenti codeur a été récompensé pour son investissement. D'ici 2020, 100% des écoles de Saint-Quentin-en-Yvelines pourront être équipées d'outils numériques. Chaque semaine avec nos confrères de Via Grand Paris, diffusés sur la TNT, nous revenons aussi sur l'actualité dans le reste de l'Île-de-France. Aujourd'hui, direction l'Essonne, où la ligne 18 est loin de faire l'unanimité. Un collectif s'élève contre l'étude socio-économique réalisée par la Société du Grand Paris. L'impact socio-économique de la ligne 18 est remis en question par un collectif essonnien. Selon le collectif Colosse, les hypothèses avancées par la Société du Grand Paris seraient tronquées. Et parmi les informations rejetées, il y a l'estimation du nombre de voyageurs qui emprunteraient la ligne 18. Il serait 20 000 par jour en heure de pointe matinale selon la Société du Grand Paris. Pour le collectif, ce chiffre relèverait de l'utopie. Les prévisions de fréquentation sont extrêmement faibles. Elles vont jusqu'à 5 000 passagers à l'heure de pointe en 2030, à l'horizon 2030. Et là, je ne parle que de la section qui va jusqu'à Saclay. La section qui va au-delà, vers Versailles, est encore beaucoup moins fréquentée. Un gain de temps qui n'évolue pas. Faux selon la Société du Grand Paris, qui a établi une étude selon laquelle pour un trajet Versailles-Chantier à Aéroport d'Orly, le voyageur économiserait 45 minutes de son temps. Aujourd'hui, il n'y a aucune capacité d'aller sur le plateau de Saclay en dehors d'une ligne de bus qui est déjà saturée et que nous avons considérablement renforcée, mais il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Et il suffit d'aller sur le site de la Société du Grand Paris pour voir les gains de temps de parcours qui seront offerts demain grâce à cette ligne 18 et également la baisse du trafic automobile parce que c'est un des objectifs et elle est rentable tout simplement parce qu'elle va relier demain des points extrêmement importants. Évidemment le pôle d'Orly qui est le premier pôle sud-francilien, la ville de Massy qui est une ville importante et qui est en plein développement, tout le secteur du plateau de Saclay qui est en train de se développer, et puis ensuite Versailles plus à l'ouest, qui est également une très grande ville du sud francilien. L'impact environnemental de la ligne de métro est lui aussi remis en question. L'année dernière, les maires de Magny-les-Hameaux et Châteaufort, ainsi que ceux de Saclay et Villers-le-Bacle en Essonne, ont adressé une lettre ouverte à Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique. Les élus demandaient de trouver une alternative au métro aérien. Ils s'inquiètent de la pollution et des nuisances sonores qu'une telle infrastructure peut engendrer. Le viaduc de 10 mètres de haut est lui aussi très critiqué par les opposants au projet. La mise en service de la ligne est prévue pour 2026. Et pour refermer cet hebdo, un bon anniversaire à la radio RVVS, Radio Vexin Val-de-Seine, diffusée sur le 96.2, va fêter dans quelques jours ses 40 ans. Lancée en 1979 au Mureau, au milieu de nombreuses radios pirates, elle s'est ensuite ancrée dans le paysage des radios libres. Son président était en plateau cette semaine avec Grégory Canalé.
C'est une bande de copains qui ont eu cette idée, délocalisée, quelquefois dans la forêt, dans des bâtiments. Et puis en 81, les radios libres ont eu le droit d'émettre. Et bien justement, Radio Vexin en a profité pour créer l'association ACVS, Association pour la communication dans la vallée de la Seine. Et donc Radio Vexin Val de Seine a demandé des fréquences qu'elle a obtenues. C'est une radio pluriculturelle. Nous avons des émissions justement communautaires. Des émissions italiennes, des émissions yougoslaves, il y a des Portugais aussi qui ont leur émission. Donc voilà, chaque identité a la parole, on passe toute la culture européenne, africaine, et c'est ce qui est justement l'impact de notre radio sur la ville des Mureaux et sur d'autres villes. Les identitaires se retrouvent. Et bien sûr, on n'oublie pas la musique française qui est là avec aussi du métal. Je salue d'ailleurs les Killers on the Loose au passage parce que c'est une émission qui est très écoutée sur notre radio. C'est la fin de cet hebdo. Prochain point sur l'actualité en direct, ce sera à 18h lundi et puis aussi 24h sur 24 sur notre site internet et notre application mobile.